Dear Commissioner Schmidt, ladies and gentlemen, I am very glad and happy to welcome you all today in Luxembourg to the Bridge Forum Dialogue video conference on a very interesting topic today, the European Pillar of Social Rights Action Plan, a new step towards a stronger social Europe. We are very pleased and honored to have you as a speaker, dear Commissioner, although you are at home in Luxembourg, at this video conference today. Ladies and gentlemen, Commissioner Schmidt is currently the European Commissioner for Jobs and Social Rights. He is, however, well known in Luxembourg and across Europe. He has previously been Minister of Labour in the Luxembourg government, Ambassador, permanent representative of Luxembourg to the European Union, and also a member of the European Parliament. Among current Commissioner Schmidt's responsibilities is the development and implementation of an action plan to the European Pillar of Social Rights. European Pillar of Social Rights, dear ladies and gentlemen, is a key part of wider efforts to a stronger social Europe. It expresses the principles and rights essential for fair and well-functioning labour markets and social protection systems. It also aims at addressing the challenges that result from developments in society and the economy. These challenges have been even more underlined under the exceptional situation created by the COVID-19 pandemic. In this context, this video conference is an important and timely event for us for the Bridge Forum Dialogue. Dear participants, once again, I warmly welcome you to this event and thank you very much for your attending. I hope and I trust on your active participation. So I am already looking forward to a lively conference and fruitful discussions, despite of the fact that we are sitting apart and we are digital. So dear Commissioner, I will pass to you the floor. Welcome again. Thank you very much. Dear Director General, dear Mrs. Kotseva, I thank you for inviting me. It's a great honor for me to be your guest tonight and to come home and at the same time be the guest of the Bridge Forum. You have invited a lot of important speakers, so really it's a pleasure for me to discuss with you and to present you the last developments in social policies which this Commission has initiated. Allow me now to switch to French. Donc je vous remercie tous ceux qui nous écoutent ce soir et j'essaierai de brosser un tableau de la politique sociale européenne. Et je commencerai un peu par une question légèrement provocatrice qu'on me pose beaucoup et souvent, et surtout en ce moment où l'Europe, où la Commission est très active sur les dossiers sociaux. Mais quelles sont finalement les compétences de l'Union européenne en matière sociale? Le social, c'est quand même essentiellement national, n'est-ce pas? C'est la question, je l'ai lu encore récemment dans un article paru dans un grand journal allemand, et je suis toujours surpris parce que le social accompagne l'intégration européenne depuis ses débuts d'ailleurs au Luxembourg même, avec la CECA, où le volet social, la dimension sociale et notamment la participation des partenaires sociaux était très intense. Et la même chose vaut d'ailleurs pour la communauté économique européenne, même si, dans une large mesure, on considérait que les systèmes sociaux devaient rester nationaux. En même temps, on a quand même intégré aussi une dimension sociale. D'ailleurs, le Fonds social européen était, dès le départ, inscrit dans le traité. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'un président de la Commission, tout particulièrement, a compris que l'Europe ne pouvait pas se développer sans une forte dimension sociale.
c'est Jacques Delors, celui qui a lancé le marché intérieur, celui qui a préparé la voie à l'union économique et monétaire, était persuadé que cette Europe-là avait besoin aussi d'une forte dimension sociale, parce que la dimension sociale, le social, parle aux citoyens, et que plus vous intégrez une économie, plus vous partagez un certain nombre de politiques économiques, en plus un marché, en plus une monnaie, vous avez besoin aussi d'un certain nombre de règles, un certain nombre de points en commun sur le social. Donc Delors a été d'ailleurs pour moi un exemple, et c'est celui qui a le plus, dans une première phase, fait avancer cette dimension sociale, notamment avec les différents traités, le traité de Maastricht, où finalement il y a eu d'abord un protocole, et le protocole a été, lors du traité d'Amsterdam, intégré dans le traité. Le traité de Lisbonne a également fait avancer la dimension sociale. D'abord, il a clairement établi ce principe fondamental qui est que le modèle européen, le modèle économique européen, c'est l'économie sociale de marché. Donc, je crois que l'article 3 est extrêmement clair à ce sujet. L'Europe est une économie sociale de marché qui a pour objectif un niveau élevé d'emploi et un niveau élevé de protection sociale. Et donc, c'est sur cette base-là que les politiques européennes, bien sûr très reliées aux politiques nationales, doivent s'élaborer. C'est un peu, peut-être un clin d'œil de l'histoire, que celui qui a posé de nouvelles fondations pour l'Europe sociale est un compatriote, c'est Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, qui a exercé beaucoup de fonctions, aussi au Luxembourg, il était ministre du Travail, comme moi. Il affirme d'ailleurs toujours que c'était son ministère préféré. Il a pris conscience que, avec la crise ou après la crise financière et économique, le social était resté un peu au bord. Et que si on ne travaillait pas, si on ne relançait pas l'Europe sociale, il y avait un réel danger pour l'intégration européenne tout court. Vous vous rappelez bien que les plans qui étaient mis en œuvre dans un certain nombre de pays affectés par la crise de la dette, lors de ce qu'on appelle la crise financière qui est devenue une sorte de crise de l'euro, les coupes dans les systèmes sociaux étaient sévères, on a baissé des salaires, on a réduit des pensions, tout cela a été mis en œuvre assez rapidement, sans regarder de trop près les conséquences sociales pour ces sociétés-là. En même temps, l'élargissement, bien sûr, s'est fait avec des pays avec une culture, une histoire différente, et aussi avec un niveau de développement, y compris sur le plan social, différent des pays anciens membres ou des pays comme les pays nordiques. Et Jean-Claude Juncker a eu la lucidité de lancer une initiative, et je sais, pour l'avoir discuté avec lui, qui était vraiment sa propre initiative. C'est cette idée de revenir vers une sorte de charte de principes en matière sociale, mais des principes assez concrets, donc je dirais politiquement très opérationnels. Quand vous regardez les 20 principes du socle des droits sociaux, puisqu'en français c'est un socle, c'est pas un pilier, vous voyez que ce sont des choses très concrètes. Ce sont en fait des mesures qui parlent aux citoyens. C'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'égalité homme-femme, c'est l'investissement dans des politiques en faveur des enfants, c'est bien sûr un accès à des soins de santé de qualité, ce qui est bien sûr dans le contexte actuel quelque chose d'une très grande actualité. C'est un équilibre, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Donc des choses, en fait, qui sont très concrètes et qui, en ce sens-là, montrent que, bien sûr, dans une économie sociale de marché, le social et l'économique ne s'opposent pas. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que la présidente von der Leyen a développé cette idée qu'il fallait maintenant, cette commission avait pour mission de relancer l'économie, et notamment la transformer fondamentalement, et j'y reviendrai, c'est le Green Deal, c'est le développement des nouvelles technologies avec tout ce qui tient au numérique, c'est la politique industrielle pour parfois combler le retard que l'Europe a eu à accumuler dans un certain nombre de technologies, mais en même temps aussi de développer cette dimension sociale qui était restée un peu le parent pauvre, avec l'exception peut-être de la commission Juncker, où un certain nombre d'initiatives avaient déjà été lancées. Et donc, comment est-ce que le renforcement, puisque quand vous lisez ma lettre de mission, j'ai la mission de renforcer la dimension sociale de l'Europe. Et comment faire ? Comment est-ce qu'on peut concrètement renforcer la dimension sociale de l'Europe ? La première chose, c'est de se référer au socle des droits sociaux, puisqu'il nous donne une panoplie de domaines où effectivement on peut améliorer, construire l'État social qui existe à des degrés divers, avec des traditions, des cultures différentes, mais malgré tout avec un fond commun dans tous les États membres de l'Union. Comment est-ce qu'on peut effectivement améliorer, adapter, moderniser cet État social qui est malgré tout quelque chose de très propre à l'Europe, avec peut-être quelques exceptions, et auquel malgré tout aussi les citoyens sont très attachés. D'ailleurs, juste pour vous citer, il y a eu il y a 3 semaines, je crois, au moment d'ailleurs quelques jours avant de présenter notre plan d'action, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des citoyens européens dans tous les pays membres. Et on a demandé comment est-ce que vous voyez, comment vous, citoyens européens, vous voyez l'Europe sociale. Et les citoyens n'ont pas dit, vous savez, l'Europe sociale, ça n'existe pas, c'est l'État, c'est mon État national qui règle mes affaires sociales. Non, 88% des Européens, en moyenne, et partout, une grande majorité, dans tous les États, une forte majorité, ils ont répondu, pour moi, personnellement, l'Europe sociale est très importante. Et donc, ça montre que les citoyens européens comprennent qu'en cette période de transformation profonde, de changement, et tout cela avec une pandémie en plus qui secoue quand même fondamentalement nos économies, mais aussi nos systèmes sociaux, et notamment exige beaucoup de nos systèmes sanitaires, que l'Europe a un rôle important à jouer. Et donc, je crois que c'est à partir de cette réflexion et à partir d'une réelle demande de la part des citoyens que cette commission s'est proposée de présenter un plan d'action sur le socle européen des droits sociaux. Je dirais juste une remarque, il y a aussi, et Jean-Claude Juncker, je crois qu'il a été très motivé par cela aussi, parce qu'il a bien senti qu'après la crise financière, on a vu monter les extrémismes et les populismes, et qui ont beaucoup joué, notamment sur cette image de l'Europe, se souciant finalement peu du bien-être social de ses concitoyens. Donc je crois que c'est aussi une réponse politique pour montrer que l'Europe, ce n'est pas ce monstre froid avec des règles qui s'imposent aux citoyens, mais c'est effectivement une communauté, une union qui met les citoyens en son centre. Maintenant, le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, le socle, ce sont 20 principes, et le plan d'action, c'est la traduction, en fait, des principes en actions concrètes, en politique concrète, en mesures concrètes. Alors, on m'a déjà posé la question, et quand est-ce que vous commencez à mettre en œuvre ces actions ?
je peux dire, en fait, déjà, Jean-Claude Juncker, la commission de Jean-Claude Juncker, a commencé à mettre en œuvre son plan d'action, puisqu'il y a eu au moins deux mesures, à mon avis, importantes, qui est la directive sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, qui est une directive qui répond à un besoin de notre monde du travail, et notamment aussi du rôle des femmes dans le monde du travail, des hommes et des femmes, mais particulièrement aussi des femmes. Et puis une deuxième mesure que j'aimerais relever, c'est un texte sur les conditions transparentes et prévisibles, des conditions de travail transparentes et prévisibles, qui essaye au moins dans un début de régler les relations de travail, les contrats de travail, qui essaie aussi, du moins, d'approcher cette situation des nouvelles formes de travail, que certains appellent souvent, et je crois à juste titre, des formes plutôt précaires du travail. Voilà. Donc, nous-mêmes, nous avons tout de suite lancé un certain nombre d'initiatives avant, finalement, d'adopter le plan d'action, et une des mesures les plus discutées, c'est bien sûr la proposition de directive sur les salaires minimums, et j'en dirai un mot un peu plus tard. Donc, voilà le plan d'action. Quels sont les éléments phares du plan d'action? Puisque, en fait, le plan d'action, ce n'est pas pour les 2 ans à venir, ce n'est même pas jusqu'à la fin du mandat de cette commission. Nous avons voulu situer ce plan d'action dans une perspective plus longue, c'est-à-dire cette commission et la prochaine, donc jusqu'en 2030. Nous avons pris l'exemple sur la fameuse stratégie 2020 qui avait été lancée encore par la commission Barroso. Et donc, nous avons fixé quelques objectifs phares. Pourquoi des objectifs phares? Parce que, finalement, les États membres ont besoin aussi de ces objectifs pour mobiliser leurs forces, pour mobiliser aussi leur capacité de réforme et d'adaptation. Et le premier objectif phare, évidemment, c'est l'emploi. Et quand nous avons commencé à travailler sur le plan d'action, puisque nous avions lancé un premier document qui a été discuté dans le public, c'était avant la pandémie. Mais malgré tout, nous étions conscients que l'emploi devenait un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que, évidemment, même s'il y a eu une constante amélioration du niveau d'emploi, et juste avant la pandémie, nous avions atteint le niveau le plus élevé en matière de nombre d'emplois dans l'Union européenne, nous savions qu'avec les transformations du Green Deal, la transformation verte, qui comporte un certain nombre de changements profonds dans des secteurs comme le charbon, comme l'industrie automobile, éventuellement dans l'industrie sidérurgique, etc., bien sûr, cela comporte des changements profonds aussi au niveau de la composition de l'emploi. Et donc, le premier objectif, c'est comment préserver, comment garantir l'emploi. Et nous avons fixé un objectif qui est 78% pour le taux d'emploi. Nous passons donc la précédente stratégie de 75% à 78%. Ce n'est pas ultra ambitieux, mais il faut savoir que c'est une moyenne. Il y a des pays qui sont déjà au-dessus, de 80%. Il y a des pays qui sont à peine à 70%. Donc il faut un effort collectif de tous les pays membres de l'Union européenne pour améliorer leur taux d'emploi. Comment est-ce qu'on améliore son taux d'emploi? D'abord en mettant plus de gens au travail et surtout beaucoup plus de femmes, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de pays encore où le taux d'emploi des femmes est extrêmement faible. Donc un sous-objectif de cet objectif, c'est
améliorer le taux d'emploi féminin. Et nous savons que si vous demandez une augmentation, si vous essayez d'obtenir une augmentation du taux d'emploi féminin, cela veut dire aussi investir dans des systèmes de garde d'enfants, mais aussi investir dans l'égalité homme-femme. Et cette commission est très axée sur la présidente, et nous avons d'ailleurs une commissaire en charge de l'égalité, égalité homme-femme et autres égalités, et donc d'investir beaucoup plus dans l'égalité homme-femme et promouvoir celle-ci au niveau du monde du travail, puisque nous avons d'ailleurs récemment adopté une directive sur la transparence salariale, parce que nous savons que, hélas, bien que ce principe soit inscrit dans le traité de Rome 57, le principe égalité salariale entre hommes et femmes, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes à 14% en moyenne de différence, avec des différences allant parfois jusqu'à 30% dans certains États membres. Donc voilà un aspect social extrêmement important, à la fois pour l'Europe dans son ensemble, mais aussi pour effectivement avoir une Europe plus respectueuse de l'égalité. Et d'ailleurs, c'est le principe numéro 2 du socle des droits sociaux. Donc ça, c'est l'emploi. Bien sûr, l'emploi des jeunes, je dirais un mot là-dessus, mais qui est important pour promouvoir des politiques d'emploi actives. Nous venons d'ailleurs de lancer une initiative importante pour gérer l'après-crise sur les marchés du travail, que nous avons appelée EASE, et pour effectivement créer de la mobilité sur le marché du travail, mais en même temps donner cette sécurité auquel les travailleurs européens ont droit et à laquelle ils aspirent. Bien sûr, contexte de changement, de transformation technologique dans tous les domaines, cela veut dire investir plus dans les hommes et les femmes, investir plus dans les compétences. Parce que nous constatons aujourd'hui que les taux de chômage sont relativement élevés en Europe et qu'en même temps, vous avez des situations où des entreprises qui cherchent à embaucher ne trouvent pas les profils adéquats. Donc, investir plus dans les compétences, et c'est un objectif de requalifier, mieux qualifier et aussi qualifier tout au long de la vie professionnelle. C'est un objectif que nous avons fixé. Nous pensons qu'au moins 50% de tous les travailleurs devraient avoir une requalification, une meilleure qualification une fois par an. Nous sommes aujourd'hui à 30% des travailleurs. Et surtout, les moins qualifiés sont ceux qui bénéficient le moins des requalifications. Et nous savons que souvent, ces transformations technologiques touchent les moins qualifiés. Ce sont les emplois les moins qualifiés qui sont les plus menacés. Et donc, avoir dans tous les pays des initiatives fortes pour investir dans l'éducation, certes, mais aussi la qualification, la requalification des travailleurs, pour permettre aussi sur le marché de travail une plus grande mobilité, pour permettre aux gens qui perdent leur emploi de retrouver rapidement un nouvel emploi, mais aussi au sein même des entreprises de s'adapter à l'introduction de nouvelles technologies. Tout cela est extrêmement important dans le contexte du Green Deal. Si vous fermez les mines de charbon, si vous fermez les centrales énergétiques basées sur le charbon, vous devez les remplacer par de nouvelles technologies, mais vous devez requalifier les mineurs, et cela, c'est une mission importante. Et donc, le principe même de cette commission, ce sont les transitions justes. Il ne faut pas que simplement mise sur la transition, il faut aussi que ces transitions soient justes. Nous avons tous encore en mémoire les restructurations des années 70-80 qui ont affecté beaucoup de régions en Europe, et certaines régions, d'ailleurs, ne se sont pas relevées de ces restructurations. Nous ne voulons pas, en fait, condamner des régions, notamment charbonnières, mais il y en a plein d'autres. L'automobile est en pleine évolution. Mais il y a plein d'autres perspectives. J'ai assisté il y a 2 semaines, je crois,
à une conférence, à une réunion avec les ministres français de l'économie, avec le ministre allemand et d'autres ministres, ainsi que le commissaire Breton et le vice-président Šefčovič, sur les batteries. Bien, l'Europe a découvert que les batteries, c'est essentiel pour réussir notamment le passage à l'électromobilité. Et donc, il y a, je crois, une vingtaine de projets industriels pour la batterie. Mais le souci principal, et je l'ai lu encore il y a 2 jours dans un journal, dans une interview d'un des industriels, pour ne pas le nommer, de Total, c'est est-ce qu'on va trouver les talents, est-ce qu'on va trouver les compétences pour passer à l'électromobilité, pour passer à la production des batteries. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ouvriers qualifiés. Donc, investir dans les compétences, c'est je dirais, un des projets phares de cette commission. Et le troisième élément central, c'est la cohésion sociale, notamment après l'expérience de la précédente crise et compte tenu des déchirements que provoque cette pandémie. C'est la lutte contre la pauvreté. Parce que l'Europe, continent riche par excellence, continent qui a malgré tout un système de protection sociale le plus élaboré, je dirais, en comparaison avec plein d'autres régions dans le monde, il faut constater malgré tout que la pauvreté est là, elle existe, même si on peut toujours discuter sur la mesure de la pauvreté, et Madame la directrice générale en sait quelque chose, que c'est toujours un débat, que, étant luxembourgeois, bien sûr, on est pauvre différemment que dans un pays où le salaire médian est un 5e, ou voire moins du salaire médian luxembourgeois. Mais la pauvreté, elle est là. C'est une forme d'exclusion. Elle va ensemble d'ailleurs avec une croissance des inégalités aussi dans nos sociétés, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres sociétés développées. Et je me rappelle très bien, j'ai vu que Madame Lagarde était aussi votre invitée. Et Madame Lagarde, déjà quand elle était au FMI, a beaucoup parlé des inégalités et du problème des inégalités, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue économique. Et l'OCDE a, comme le FMI d'ailleurs, ont fait des études pour montrer que les inégalités croissantes qu'on voit exploser un peu partout, notamment aux États-Unis, on l'a vu de façon assez flagrante, les inégalités finalement excluent et sont dangereuses politiquement, mais sont également négatives pour le développement économique. Parce que la pauvreté, les inégalités n'encouragent pas l'investissement dans l'éducation, la formation, l'adaptation aux nouvelles technologies. Et donc, la pauvreté, c'est à la fois un projet social, c'est un projet pour la cohésion sociale, mais c'est aussi un projet économique pour finalement assurer aux sociétés européennes une plus forte cohésion et un degré d'innovation plus élevé. Parce que condamner des enfants à la pauvreté, c'est finalement renoncer à des talents potentiels. Parce que finalement, ils n'ont pas l'égalité des chances qu'ils méritent. Et c'est pour ça que la lutte contre la pauvreté, avec des mesures très ciblées, est pour cette commission également importante. Et d'ailleurs, nous avons lancé la semaine dernière une initiative importante c'est une garantie pour les enfants. Et cette garantie pour les enfants, là aussi, est très concrète. Elle part de la réalité. Elle veut donner à ces 18 millions d'enfants pauvres dans l'Union européenne, c'est-à-dire un enfant pratiquement sur 5, qui n'a pas droit à une bonne éducation, qui n'a pas droit à des services sociaux, surtout pour la petite enfance, qui parfois ne mange pas à sa faim s'il n'y a pas des repas à l'école. Et donc, nous ciblons tous ces éléments et nous voulons aider les États membres à mettre en place ces structures, à investir dans l'enfance. Je crois que c'est un investissement. Et je crois que c'est cela la grande révolution sur le social. Parce que je me rappelle très bien quand Mme Merkel avait dit « oui, l'Europe
représentent 40% ou 50% des dépenses sociales et ne représentent que moins de 20% du PIB mondial et 7% de la population. Et c'est toujours cette simplification, le social c'est une dépense. Non, souvent le social, pas toujours peut-être, mais souvent le social c'est un vrai investissement. Et donc je crois qu'il faut concevoir, et c'est l'intention de cette commission, d'encourager, de développer, de soutenir les investissements sociaux, de voir là où finalement, si vous investissez dans la connaissance, dans l'éducation, dans l'égalité homme-femme, dans la santé, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement qui porte ses fruits à long terme. Et nous l'avons vu avec la pandémie. Nous avons sous-investi dans notre système, dans nos systèmes de santé, dans beaucoup de pays, parce que c'était un coût. On a vu la santé notamment sous l'angle du coût et de la productivité. Aujourd'hui, nous voyons comment on se débat avec nos systèmes hospitaliers face à une pandémie qui absorbe énormément de capacités de ces systèmes. Donc, je crois que penser le social en termes d'investissement est extrêmement important. Et c'est un peu la philosophie sous-jacente aussi dans le plan d'action. C'est précisément l'investissement. Mon dernier point, j'aimerais le consacrer au changement du monde du travail. J'ai parlé de la digitalisation et je crois que nous sommes tous d'accord que l'Europe a certains retards à combler. Nous devons investir beaucoup dans le développement du numérique. Nous devons aider beaucoup nos entreprises à être au niveau de la robotisation. Et moi, personnellement, je juge que c'est une chance. C'est aussi une chance parce que les cartes de la mondialisation, grâce notamment à la digitalisation, sont d'une certaine manière redistribuées. Et donc, nous pouvons rejouer dans ce jeu mondial de l'industrie si nous ne ratons pas la digitalisation, la robotisation, ainsi que le développement de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Et donc, c'est une priorité de cette commission avec la vice-présidente Vestager et le commissaire Breton. Nous travaillons beaucoup ensemble parce que si nous disons cela, il faut investir, nous savons qu'il y a aussi des conséquences sociales à assumer. J'ai beaucoup parlé de la formation, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect qui est comment est-ce qu'on peut rendre compatible ce progrès technologique du numérique et nos valeurs, nos systèmes sociaux. Et là, bien sûr, nous avons annoncé de faire des propositions sur les droits sociaux de ce qu'on appelle en général les travailleurs des plateformes. Bon, que nous rencontrons dans toutes nos villes avec leurs vélos, leurs motocyclettes, à apporter les pizzas et les repas, que nous rencontrons parmi les chauffeurs Uber et ailleurs. D'ailleurs, le secteur est beaucoup plus vaste que ce qui est directement visible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des plateformes, certains étant bien payés et d'autres très peu payés. Donc, le monde des plateformes se développe de plus en plus. Il y a une forte croissance dans les plateformes. Et j'ai eu encore hier une conférence avec le Parlement européen sur ces volets. Nous sommes bien sûr en faveur de ce développement. Je crois que c'est une nouvelle forme de l'économie. C'est un nouveau business model qui se construit, qui correspond à la fois aux capacités, aux possibilités technologiques, mais aussi évidemment à la demande même qui existe dans nos sociétés. Mais en même temps, ce modèle, ce business model pose un certain nombre de questions du point de vue social. Et nous savons qu'un peu partout, il y a des jugements par les tribunaux qui classifient les travailleurs des plateformes, les considérant plutôt comme des travailleurs, des workers, pour employer le mot anglais, plutôt que des self-employed, des auto-entrepreneurs. Donc, pourquoi, bien sûr, les plateformes ne les considèrent pas toutes, mais beaucoup,
comme auto-entrepreneurs parce que, bien sûr, ils n'ont pas les coûts sociaux qui sont liés au statut de travailleur. Ils ne payent ni assurance maladie, ni assurance pension, ni assurance accident. Donc, ils ne donnent pas le minimum, le salaire minimum, ni d'ailleurs d'autres prestations obligées par les lois. Et donc, nous voulons que cette nouvelle économie que nous favorisons se développe non pas à côté de notre système social que nous avons construit au fil des décennies, au fil de plus de 100 ans finalement. Et il faut que cette nouvelle économie incorpore aussi cette dimension sociale. Ça, c'est un élément important, et donc la Commission a d'ailleurs maintenant saisi les partenaires sociaux pour évaluer dans quelle direction on pourrait trouver des solutions. Et nous avons en permanence des échanges, y compris d'ailleurs avec les plateformes, pour voir comment on peut concilier flexibilité d'un côté, mais aussi droits sociaux de l'autre. Et cela m'amène aussi à dire un mot sur le salaire minimum. J'ai dit, en fait, l'Europe sociale, ce n'est pas maintenant une sorte de nivellement de tous les pays à un certain niveau social. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, parce que nos systèmes sociaux sont très différents. Entre la Suède et le Portugal, il y a des cultures très différentes en matière de négociation sociale, de relations sociales, qu'il faut absolument respecter. Je crois que ça, c'est le volet subsidiarité, respecter les cultures des États membres. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi que dans une économie de plus en plus intégrée, nous avons besoin non seulement de la convergence économique, et ça a été un grand débat lors de l'adoption notamment du plan de relance et de résilience pour ne pas encore aggraver les fossés, les divergences qui existent entre pays membres sur le plan économique, donc aider à ce que la convergence économique se poursuive malgré la pandémie qui a frappé tous les États, mais qui a frappé certains États plus que d'autres. Et la même chose vaut en quelque sorte pour le social. Et les salaires sont extrêmement divergents en Europe. Alors, entre le plus bas, Madame la directrice générale, je crois que c'est la Bulgarie, et le plus élevé, qui est le Luxembourg, je parle du salaire minimum, il y a un écart de 1 plus ou moins à 7. Bon, alors je sais très bien que si demain la Bulgarie décidait d'avoir le salaire minimum luxembourgeois, son économie s'écroulerait. Et si le Luxembourg adoptait le salaire minimum bulgare, ça ne fonctionnerait pas. Il y aurait même la révolution au Luxembourg. Et donc, il faut travailler sur la convergence progressive, prenant en compte un certain nombre de critères, là, bien sûr économiques, sociaux, coût de la vie, etc. Et c'est l'esprit de la proposition que nous avons faite sur le salaire minimum, qui est maintenant en train d'être discuté, avec aussi un accent très particulier sur le dialogue social. Et ça, c'est une dimension, à mon avis, très, très importante et qui nous relie à la fois à Jacques Delors, à sa vision du social. C'est lui qui a lancé le dialogue social ou relancé le dialogue social à l'époque dans la communauté économique européenne, mais qui nous relie aussi à l'idée d'une économie sociale de marché. Parce qu'un des piliers de l'économie sociale de marché, c'est précisément le dialogue social. C'est la négociation sociale entre partenaires sociaux. C'est les accords qu'on appelle les accords collectifs. Et donc, nous avons des situations très divergentes entre les États membres, les pays nordiques avec un niveau très élevé d'accords collectifs, entre 70
et pour l'Autriche, par exemple, 98%, et puis des pays qui ont un niveau très faible. Donc, comment est-ce qu'on peut progressivement propager, chacun selon son rythme, chacun selon sa culture sociale? Comment est-ce qu'on peut propager aussi la négociation sociale, le dialogue social, mettre en place les structures, les législations adaptées au pays pour soutenir ce dialogue social? Et d'ailleurs, quand nous parlons de la mise en œuvre du plan d'action, ce n'est pas maintenant uniquement à travers des directives, à travers des directives proposées par la Commission que nous pouvons mettre en œuvre ce plan d'action. Bien sûr, là où il faudra des directives, nous en proposerons. Mais il faut aussi que dans les États membres se développe cette culture pour renforcer la dimension sociale. La Commission peut y aider, notamment à travers le scoreboard social, avec un certain nombre d'objectifs. J'en ai nommé 3, mais il y en a plein d'autres dans le scoreboard. En encourageant les partenaires sociaux aussi à négocier des accords. Juste pour revenir vers la transformation de l'économie et notamment vers le digital. Nous avons vu ces derniers temps, le télétravail a explosé. Et globalement, les entreprises, comme d'ailleurs les employés, les travailleurs, apprécient le télétravail, même si il y a toujours aussi des réserves. Et donc, moi, j'aimerais que les partenaires sociaux, dans chaque État membre, mais aussi à l'échelle européenne, puisqu'ils l'avaient fait en 2003 déjà, négocient des accords pour mettre en place, pour organiser, pour rendre le télétravail socialement acceptable, hein, sur le plan de la santé, sur le plan de la sûreté, sécurité au travail, sur le plan aussi pour qu'il n'y ait pas finalement une extension du temps de travail, puisque nous avons une directive sur le temps de travail que d'ailleurs nous allons évaluer dans les années à venir. Donc voilà un rôle fondamental où les partenaires sociaux doivent prendre leurs responsabilités et négocier secteur par secteur, voire entreprise par entreprise, les solutions qui s'adaptent à la vie plus particulière de l'entreprise. Et donc, le dialogue social entre partenaires sociaux est central. Alors, je sais que cela est facile dans beaucoup de pays, dans ce pays où nous sommes, le Luxembourg, c'est dans les pays nordiques, c'est moins facile ailleurs puisque les structures ne sont pas toujours là. Et donc nous voulons aussi aider, c'est un volet du plan d'action, à mettre en place, à la fois du côté des employeurs comme du côté des syndicats, les capacités pour effectivement mener ce dialogue social qui est extrêmement important pour la mise en œuvre du plan d'action, mais aussi pour effectivement atteindre à l'échelle européenne cette économie sociale qui, je crois, correspond aux vœux d'une grande majorité d'Européens et qui est à la fois gage de progrès social, de prospérité pour tous et d'efficacité économique et d'efficacité innovatrice. Parce que nous vivons à une époque où finalement, et surtout en Europe, l'innovation est au cœur du progrès économique. Et donc, on a besoin de talent, on a besoin de connaissances, on a besoin d'investissement dans ces connaissances-là. Et je crois que ce volet-là est aussi au centre de notre plan d'action. Voilà, je m'arrête là. Et maintenant, on peut passer, Madame la Présidente, aux questions. Merci.
Thank you very much, dear Commissioner. It was very interesting and very comprehensive. So there are so many aspects, so you'll not be surprised that we have received many questions. Unfortunately, we are not in a room, so the participants cannot ask them directly. So therefore, I'll do my best to cover all the questions which we receive digitally. So they concern different areas which you cover in your speech. Let me start. Let me pick one of them. First one, which came. You have spoken in your speech about gender equality and the initiatives and efforts which the Commission is undertaking in that respect. So the question which we received is the following: when will Europe implement a more assertive framework to ensure non-discrimination in terms of gender? And there are several examples to ensure equal participation to the labor market, to decision making, and to address the gender pay gap. So this is the first question which came in the list. Je réponds en français aussi, je crois que... Yes, we will change the language. Oui, I So can change the thank you for language also, but interpretation. I try to respond in French. Bien, comme je l'ai déjà expliqué, l'égalité des genres est un point essentiel dans le programme de cette commission. Et je peux vous dire que la présidente y est extrêmement attachée. Et d'ailleurs, nous avons une commissaire, Helena Dalli, qui travaille d'arrache-pied sur tous ces aspects d'égalité, mais aussi de non-discrimination, puisque nous avons d'autres formes de discrimination dans nos sociétés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Premièrement, bien sûr, l'intégration dans le marché du travail est absolument essentielle. Et j'ai dit, bon, c'est à la fois permettre aux femmes d'assumer pleinement leur rôle dans le marché du travail, dans l'économie. Et nous savons tous que si vous n'avez pas de bonnes infrastructures, notamment pour les enfants, il y a beaucoup de femmes qui hésitent de travailler plein temps ou n'osent pas entrer sur le marché du travail. Donc ça, je crois, investir plus dans ce qu'on appelle child care, early child care, à un prix abordable et extrêmement central. D'ailleurs, ça, c'est un objectif que l'Union européenne s'était fixé en 2002, je crois, à Barcelone. Donc, c'était un objectif qu'on appelle d'ailleurs l'objectif de Barcelone. Il faut peut-être investir encore davantage. Certains pays ont fait d'énormes progrès. Par exemple, l'Allemagne a fait d'énormes progrès. Certains pays aussi, qu'on appelle toujours nouveaux membres, avaient des structures d'accueil assez avancées. Donc, je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus, sur les congés parentaux, égalité entre hommes et femmes, parce que, bien sûr, si les femmes prennent le congé parental et pas les hommes, bon, l'inégalité, après, dans les carrières, souvent apparaissent à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est bien sûr l'égalité salariale. J'en ai parlé. Donc là, nous avons proposé une directive sur la transparence salariale. Le troisième volet, c'est bien sûr l'accès des femmes à des postes de responsabilité. Et nous savons toujours que, effectivement, j'ai encore récemment écouté ce que Madame Lagarde a dit à ce sujet, les barrières invisibles, les plafonds de verre qui existent. Et donc, il faut que, effectivement, par des mesures concrètes, y compris des quotas, il faut dire, y compris des quotas, on encourage, on soutient les femmes dans les milieux professionnels pour leur permettre d'accéder à toutes les fonctions, à tous les postes de responsabilité, y compris les plus élevés. La Commission a fait beaucoup d'efforts, je crois.
Nous avons presque une commission paritaire cette fois-ci, mais bien sûr, dans le privé, nous voyons souvent encore des réticences et il n'y a pas suffisamment de femmes qui exercent des postes de responsabilité. Donc je crois que c'est un combat de tous les jours, c'est des mesures concrètes, c'est un engagement notamment aussi du secteur privé à ce que cette égalité se développe. Et je crois que nous avons malheureusement sur la promotion des femmes à des postes de responsabilité, notamment dans les conseils d'administration, une des précédentes commissions avait fait des propositions qui a été bloquée par un pays, notamment au Conseil, ce que je regrette beaucoup, et j'espère toujours que ce pays pourra lever son opposition pour qu'on puisse avoir aussi du côté européen cette incitation à garantir et à promouvoir cette égalité dont nous avons absolument besoin. Thank you very much. As you see, the questions are a way to bring more information to our participants. You have spoken very clearly that social policy is not just a cost, it's an investment. And any opportunity of economic investment should also take into account the social aspect of that. So our next question here is related to support to an investment to improve conditions for disabled persons. So the particular question is, how is the Next Generation EU funding and the Resilience and Recovery Fund in practice is going to support investment in better services for disabled people? For example, that online services become fully accessible for disabled persons, and how the Commission could ensure, how the Commission could influence the member states that they spend this unprecedented funding which will be available to ensure a lasting, a sustainable change in this respect, better conditions for disabled persons. Bien, juste peut-être une remarque avant de passer à ce point très important. Le plan de relance et de résilience prévoit en fait un certain nombre de volets d'investissement. Donc, priorité vers l'investissement vert, 37%. Deuxième priorité, tout ce qui est numérique, y compris l'investissement dans les compétences numériques. Et troisièmement, il y a aussi dans le règlement sur la facilité les investissements sociaux. Et donc, c'est aux États membres maintenant de faire des choix et de dire, voilà, nous voulons aussi utiliser une partie de ces fonds pour effectivement investir dans des actions sociales. Alors, pour dire un mot sur les personnes avec un handicap, d'abord, la Commission récemment a adopté une stratégie. Donc, avec là aussi l'objectif, il ne peut pas y avoir de discrimination des personnes avec handicap. Et nous savons malheureusement que c'est toujours le cas, notamment aussi discrimination sur le marché du travail, et notamment aussi au niveau de la formation, de l'éducation. Donc ça, c'est un élément très important, et nous allons bien sûr suivre la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelle de chaque pays membre. Parce qu'adopter une stratégie, c'est bien, mais il faut qu'effectivement on assure aussi la mise en œuvre de cette stratégie. Et donc, le semestre européen est un cadre très important pour voir si un pays peut-être n'a pas suffisamment pris en compte ce volet d'investir, de soutenir l'intégration sur le marché du travail des personnes ayant un handicap. La Commission, bien sûr, va être en dialogue avec ce pays et essayer de convaincre ce pays de faire plus. Et ça, c'est aussi un volet dans le cadre des plans de relance. Bien sûr, les États restent à la fin, ils restent toujours
si je peux dire, d'une certaine manière, la dernière décision leur incombe. Mais je crois que nous poussons les États à utiliser une partie des fonds pour effectivement permettre l'accès à l'emploi des personnes avec handicap. Et je dirais, c'est d'ailleurs très lié au digital, au numérique. Le numérique ouvre d'énormes perspectives, si on veut, si on investit dans l'accès aux instruments du numérique, permet précisément aux personnes ayant un handicap d'utiliser et de trouver un emploi. Moi, je me rappelle, quand j'étais ministre ici au Luxembourg, il y avait un service du service public de l'emploi qui fonctionnait exclusivement avec des personnes ayant un handicap. Et ça marchait absolument parfaitement. Mais bien sûr, il faut investir dans le lieu de travail, adapter le lieu de travail aux besoins des personnes handicapées. Et bien sûr, si notre objectif est d'avoir une société inclusive en Europe, on ne peut pas laisser sur le bord de la route des catégories de personnes qui ont des talents, qui ont souvent une énorme volonté de participer à la vie économique, à la vie sociale. Et donc, c'est un volet important de notre stratégie et l'emploi est au cœur même de cela. Parce que l'emploi donne l'autonomie, l'emploi donne la dignité souvent, l'emploi donne le sentiment qu'on a les mêmes chances, qu'on est un égal ou une égale. Et je crois qu'investir dans l'emploi et permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi est tout à fait important. Et bien sûr, si des fonds européens peuvent y aider, c'est tant mieux. Thank you very much. Let's stay a bit on this topic of inclusive society. You explained in your speech about the child guarantee, a big initiative which has been launched recently. And we have a question which came, what about senior people guarantee? This is exactly the question. Having in mind that the population in Europe is aging, the workforce is getting old. So what about seniors in terms of in the intentions of the Commission? Bien, je crois que effectivement, c'est une question très importante compte tenu de la démographie en Europe et des besoins de nos économies. Alors, je ne sais pas si on va lancer une senior guarantee, parce qu'on a une youth guarantee, une child guarantee. Est-ce qu'il faut lancer une senior guarantee? Je ne sais pas. Mais il faut des mesures concrètes. Il faut des mesures concrètes. Alors, quelles peuvent être ces mesures? La première, je crois, c'est déjà ce qu'on fait sur la formation. Je connais la situation des personnes seniors sur le marché du travail, et notamment quand il y a des licenciements. Et parce que souvent, les personnes qui ont une plus grande ancienneté ont des salaires plus élevés, donc on essaye un peu de les pousser vers la porte. Et donc, il faut qu'effectivement, on réorganise la vie professionnelle des gens. Et d'abord, on doit la réorganiser par la formation tout au long de la vie. Bien sûr, si vous n'avez jamais fait autre chose que ce que vous faisiez quand vous avez commencé votre vie professionnelle, quand vous arrivez à 50 ans, et il y a des difficultés, ou peut-être votre emploi disparaît parce que le progrès technique ou l'entreprise est en difficulté, ou il y a des changements, il est très difficile après de commencer à vous requalifier. Donc je crois que la requalification, la qualification vers une situation meilleure doit être intégrée dans votre parcours professionnel. Donc investir dans la qualification, dans le reskilling, upskilling, pour employer les mots anglais, est clé et est en fait une garantie pour les travailleurs quand ils
sont un peu moins jeunes. Je n'ai jamais dit quand ils vieillissent, mais quand ils sont un peu moins jeunes. Et donc, leur productivité s'adapte, augmente, leur expérience est importante, donc ils trouvent leur place pleinement dans l'entreprise. Le deuxième aspect important pour la garantie, et l'âge commence jeune. Donc il ne faut pas commencer à 55 ans à s'occuper des seniors. Il faut s'occuper des jeunes pour qu'ils deviennent des seniors sans difficulté, notamment de santé. Et donc, ce qui est clé, ce sont les conditions de travail. C'est la santé au travail. C'est la prévention des accidents, mais aussi des maladies. Nous savons qu'il y a des maladies, notamment mal de dos, etc., qui apparaissent dans certaines professions, et pas toujours que des professions manuelles, y compris des professions plutôt intellectuelles. Donc il faut investir dans la santé et la sécurité du travail, donc dans les postes de travail, pour que, effectivement, les gens puissent rester le plus longtemps possible dans l'emploi. Et je crois que ça, c'est une nécessité, hein, d'avoir, bien sûr, une bonne santé pour rester plus longtemps dans l'emploi. Et il faut intégrer aussi la possibilité de la reconversion. Et j'ai entendu, il y a peu de temps, quelqu'un qui m'a, aussi dans un débat que j'avais, qui a dit « mais j'ai 52 ans, mais vous savez, je ne peux plus me reconvertir ». Pourquoi ? Pourquoi à 52 ans, avec les compétences que vous avez, avec les connaissances que vous avez, vous ne pouvez pas être reconverti ? Bien sûr, il faut encourager, il faut donner une perspective, il ne faut pas vous reconvertir et vous laisser au chômage. Donc il faut regarder vers quoi on peut vous reconvertir et à la clé, il doit y avoir un emploi. C'est un défi majeur, hein, c'est un défi qui concerne la société dans son ensemble, c'est l'État, c'est bien sûr nos systèmes de retraite, mais c'est aussi une responsabilité des entreprises d'investir sur leurs collaborateurs, de les accompagner au fil de leur carrière, au fil de l'âge. Hein, donc il faut des plans dans les entreprises pour gérer l'âge. Et donc c'est ça en fait la garantie pour les seniors. Donc c'est anticiper. C'est anticiper, c'est investir, c'est donner des opportunités, c'est ouvrir des portes aussi à la reconversion et garantir à tout un chacun, dans la mesure du possible, un lieu de travail qui ne le rend pas malade. Okay, thank you very much. So I think that your last words made a nice transition to a couple of questions which we have related to the impact of digitalization, and they are linked to social policy. COVID-19 has shown that digital revolution brings opportunities, but it also indicated that it brings digital divide. It could create inequalities, for example, in terms of schooling and education. So the question is, how will the European Pillar of Social Rights support inclusiveness in terms of digitalization? Or how it will guarantee that inequality and digital divide will not be growing? Bien, nous avons ce que vous appelez un digital divide avec l'âge. J'en ai parlé maintenant. Permettre aux travailleurs, mais ça va plus loin d'ailleurs que les travailleurs, parce que c'est un problème aussi de société, mais permettre aux travailleurs d'acquérir les connaissances numériques indispensables, puisque maintenant, pratiquement tous les métiers ont une composante, une dimension numérique. Les machines sont toutes des machines numérisées. Donc, permettre aux travailleurs d'acquérir ces connaissances, ces compétences numériques. C'est un investissement colossal qu'il faut faire, et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fixé cet objectif des 50% de personnes qui doivent au moins une fois par an avoir accès à
à des formations tout au long de leur vie. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième, c'est bien sûr miser sur la jeunesse. Bien sûr, on pense toujours que la jeunesse maîtrise toutes les techniques numériques. Oui, pas suffisamment, je dirais. Il faut former plus d'experts, plus d'ingénieurs, plus de codeurs, parce que l'économie en a besoin. On évalue à entre 700 000 à 1 million de personnes, de postes vacants qui ne trouvent pas les profils avec les connaissances numériques nécessaires. Donc je crois qu'il faut investir dans ces formations-là, notamment pour les jeunes, reconvertir des jeunes, leur donner ces connaissances-là, me paraît essentiel. Et la garantie de la jeunesse que j'avais contribué dans le temps à mettre en route, maintenant on l'a relancée, on l'a améliorée, et d'ailleurs on a intégré ce volet numérique dans la garantie pour la jeunesse. Donc que chaque jeune peut ou devrait avoir une amélioration de ses connaissances numériques. Donc ça, ce sont les meilleures solutions. Il y a un troisième qui est le digital divide entre hommes et femmes. Et cela est considérable parce que nous trouvons dans le monde numérique, dans le monde numérique, une très forte majorité d'hommes, relativement peu de femmes. Si mes souvenirs sont bons, il y a peut-être 15% de femmes. Donc là, c'est un problème aussi d'égalité entre hommes et femmes. Encourager plus de jeunes filles, plus de femmes à poursuivre des études scientifiques, techniques, notamment dans le numérique. Je crois pour que, effectivement, cette division, ce divide soit corrigé rapidement. Donc, je crois que si nous voulons effectivement promouvoir l'Europe comme un endroit au monde à la pointe des technologies, et nous n'avons pas, notamment des technologies numériques, et nous n'avons pas le choix, puisque si nous ne le faisons pas, nous allons perdre en fait notre position, notre compétitivité, notre capacité innovatrice par rapport aux Américains et surtout par rapport aux Chinois et quelques autres pays comme l'Inde, par exemple. Je crois qu'il faut investir énormément dans la formation numérique et sortir des sentiers battus aussi. Je crois que nous avons lancé un plan sur la formation, Skills Agenda, agenda des compétences. Et dans cet agenda des compétences, nous considérons qu'il y a l'école et il y a d'autres types de formations. Rapides, intensives, notamment dans le numérique. Nous connaissons tous des exemples, comment des gens qui a priori n'avaient pas des antécédents dans ce domaine peuvent effectivement acquérir des niveaux de qualification élevés grâce à ces formations très ciblées, très pratiques, très poussées, qui exigent une chose, c'est de la motivation, mais qui, à la clé, ont un emploi. Moi, j'ai lancé des initiatives comme cela au Luxembourg. Je connais une série d'initiatives comme cela dans plein de pays, que ce soit en Roumanie, comme en France, comme en Allemagne. J'ai eu un entretien récemment avec un des dirigeants d'un grand constructeur automobile en Allemagne. Il forme chaque année 2000 personnes sur les technologies numériques. Et ils ne forment pas que des gens qui ont des diplômes déjà d'ingénieurs, etc. Non, ils prennent aussi des gens qui auparavant étaient sur les chaînes de montage, mais peut-être l'emploi va disparaître, pour les former sur les technologies numériques. Et ça marche très bien, parce que c'est pratique, parce que les gens savent aussi qu'une fois terminées ces formations, ils peuvent accéder à un emploi, et pas à n'importe quel emploi, un emploi de qualité. Parce qu'on parle toujours de l'emploi,
oui, il y a de l'emploi, il y a aussi des emplois précaires, notamment beaucoup de jeunes qui sont dans des emplois précaires, mais ce que nous essayons d'encourager, c'est des emplois de qualité, c'est des emplois qui comportent aussi des salaires décents et des conditions de travail décentes. Voilà. Thank you very much. Let's continue with the impact of digital on the pillar of social rights. We have still two questions related to that aspect. The first one, you mentioned as well that the COVID-19 in particular has accelerated or showed the opportunity or benefits of teleworking, but it also indicates that in the future we will have a so-called hybrid working place where part of the people will work from home, part of the people will be in the office. And you mentioned that it's foreseen to revise the working time directive. You mentioned about your initiative to have a social dialogue on this change. But the question is, could you elaborate a bit more upon your views on harmonization or changing even the other elements of the legal framework to prepare Europe for hybrid way of working, and how flexicurity will be ensured in these efforts to have flexibility and security? Well, yes, it's one question, but in fact there are many aspects, yeah, as many in most of aspects the questions which we have got. Well, yes. I would say that what is described in this question is already happening. It's something which has been extremely accelerated by the pandemic. A lot of companies precisely are looking for reorganizing their work organization through telework, remote working, partially being in the office. There might be some platform somewhere also. I have not really understood if this is one of the issue also mentioned, because if you can work from home, nothing tells you that you have to live at least not more than 50 kilometers from where your company is. You can also work from India or from Romania or from Stockholm. So this is possible too. So the work organization will have a strong impact. What the Commission, what I personally want is first that we have a general reflection with social partners on these new forms of work, of these new forms of organization of work. So I think because this is very different from one company, from one sector to the other. You cannot have here one size fits everybody, fits all. So we really have to see what are the difficulties, the positive things. I've just read today in a Luxembourgish newspaper the overall positive attitude of a majority of workers in Luxembourg towards telework. But also some buts, some reserves. So which I mentioned about extension of working time, to be connected all around the clock and so. So here we have to find adequate solutions. So I agree, flexicurity in this context is a bit different than what we normally use as flexicurity. I agree, we need flexibility. People want flexibility. They want flexibility more and more. They want to organize their life also. And how can we make compatible the wish of the worker on one, or the employee on one side, and the needs of the company? But this has to be negotiated in the companies. This is not Brussels can dictate. This has to function this way. I'm against this approach. So what we can offer is the right frameworks, some guidelines, discussing with social partners to have these guidelines, to assure precisely flexibility, but also not the abuse of flexibility.
because the more flexibility you have, it starts then to become abuse of flexibility. So it is exactly this balance between security and flexibility which has to be found. And here I think that social dialogue in the company, if companies want to promote this kind of work organization, they have to do that in close discussion with their staff. It's not a way you can impose, it's a way you have to discuss. Collectively and sometimes also with some margin for individual workers. So this is the approach. So don't expect now Europe to solve this problem. This is clear. We can help, we can put the framework, but Europe will not come and say, well, this is the model you have to apply to be flexible and at the same time to be secure. No, I think this is, there are objectives, there have to be guarantees, also in relation to health and safety, but this has to be discussed mainly on the ground by social partners. Thank you very much. The last question regarding the future and digitalization, because you are inspiring, and the more you speak, the more interesting questions and more futuristic questions you are getting. So one of our participants asked the question, with the increase of productivity due to robotization and digitalization, discussions are starting what is really the contribution of humans to the labor market and to the society. And the question is, what is your view about start thinking to involve people in more free services to render to each other, or for increase the services for the public good and for the better of the communities, local communities, and these are like free labor. So with all the implications which it have for the lack of money for paying, and how to fit this in the economic thinking. So it's really a kind of bringing us to the future. Well, the future which might be not so far away. Yes. But I do not believe, but this is a debate which has started. Those who think that at the end robots will do everything with artificial intelligence, we do not need humans anymore. I am not, but this is personal. I do not believe in this. At least in a more or less near future in this evolution. But it's absolutely sure that there will be jobs replaced, there will be jobs destroyed, but there will be also new jobs coming up. So it's very difficult. When I started to be involved in this discussion, there was one study, the famous Oxford study, saying, well, 45% of jobs will disappear because they can be automated. So they will disappear. Now, nobody speaks anymore about this 45%. People have been a bit more cautious. But there will be transformation on the labor market. I agree. And therefore, it's important also to guarantee mobility and to give people the keys for mobility. And that's coming back to skilling. Now, I agree that there is a new, and perhaps the pandemic shows us that there are new avenues which have to be opened in the world of work. And these are personal services. These are social activities in our society. Because what would be dangerous is that we are just technologically or technology-oriented society, and that the individual and the social, the collective interests are completely neglected. And therefore, we have to find also here a lot of balances. And there are jobs coming up here. The point is, who pays for them? This is the point. There is more than enough labor around. The point is who is paying for it? And this is the question, who is paying for it? That means that
if productivity goes up so dramatically as we expect, the point is who takes the advantage of this increase of productivity? And that's the point of distribution of revenue in our society, in our economy. It's about taxation, but it's also how profits are shared. This is the issue. And I think here there's the technological aspect, and we will not stop technology, but we can organize technology or the benefits of technology for everybody or for the big majority. But there is also the option that technology will profit a very small minority. So this is a political choice. This is a major choice we have to prepare in our society about taxation, about where we invest, about social investment. And I am a defender of social economy, as you may know. I will also launch an action plan on social economy. So, and this is the perspective that certainly there are new jobs created, there are new activities, there are new ways of doing business, less profit-oriented, more human, social-oriented, environmental-oriented. All these are values and produce value, also in an economic term. And the point is that we have a distributional we have to have a distributional discussion in our societies. Well, I am not too pessimistic, but I'm an optimist. Normally, I'm optimistic. But when I look what happens in the US now, there is a change, a fundamental change in perspective. And I think this is hopefully a positive evolution. And when we are talking about inequalities, when we are talking about social services, when we are talking about investing in housing, when we are talking about combating homelessness, this is another issue. All these are potential jobs created. We have to find the financing of these jobs. And this is the distributional aspect we have to solve. And if productivity allows us, well, the money is there. Thank you very much. I'm looking at the clock, and you are so nice to answer to the questions which we have raised so far. I think I'll combine two in one, so you see this will be the last set of questions, and then, of course, you could conclude after answering the questions if you wish so. So the two questions are the questions which I think you hear very often. The first one is you started saying that social policy is considered to be a national competence, but at the same time there are a lot of initiatives at European level and launched by European Commission. Isn't it a way, a backdoor for the Commission and for Europe to step in the national competencies? So this is the question. And the second one is communication on social initiatives on the pillar of social rights is absolutely essential. So do you think that it should be enhanced on behalf of the Commission? And by the way, today's dialogue is an excellent example that this could be very, very useful. So these are the last two questions, and you may use your time as you wish. Yeah. You know, I've been a minister for a long time. I've also been involved in European politics for a long time. And for me, it's not now struggling for the Commission to get more competencies and to impose to member states all kinds of regulations and directives and all that just because the Commission likes to have more power on the member states. That's not my view, and certainly not the view of my colleagues in the Commission, and certainly not the view of the President of the Commission. But it is clear that also in the social area, there is some value added to do things in common, to do things together, to have money also, funding, because we are funding, we have a social fund. I've just at the beginning said that the social fund is in the
first treaty, the Treaty of Rome. We have a social fund of 88 billion for 7 years. It's not enormous, but it's some money to support social measures in the member states. And therefore, what my approach is, dialogue with the member states, discussion with the member states, finding together out what can bring Europe and social Europe forward. It's not imposing this to the member states and prescribing. It's just trying to find the better solutions for all of us. So this is not a power game between Commission and member states. It's we have common objectives. We have the objective of a more prosperous, more inclusive, more fair or fairer society all over Europe, not in some parts of Europe, not in some areas in our member states, in all areas, also the regional aspect, which I share with my colleague Elisa Ferreira. So this is at least the approach of the Commission, of this Commission, and probably also of previous ones. The second one is, yes, I was very happy to read this poll where finally 88% of citizens say, well, we are supporting social Europe because we think that a social Europe is good for me. It's good for bringing forward the values of Europe, the future for our kids. So I think I like that very much. But I also noticed that there is still a minority of people knowing something, for instance, about the social pillar. So I think communication certainly is important, extremely important. We live in a world of permanent communication. And sometimes I have the impression that it's not so easy to communicate on positive social measures. It's easy if something doesn't work well, if there are a lot of people dismissed, that's a big news. But if Europe comes and say, well, we will help this person who lost their jobs, we have good programs, this is just not an information. So the dismissal isn't one, but when Europe tries to help these people, that's not interesting. So this is a big effort we have to do. We will have now a summit in Porto, and perhaps this is also the occasion to make this social Europe and this action plan better known, and explain also that it's for the citizens. It's very close to their daily life. Okay, thank you very much. It was actually a very nice transition to the future because your inspiring talk generated curiosity, and the participants, I trust, will continue to follow with a great interest the number of initiatives which you have described, including the social summit in Porto, where the topic will be discussed as well at the heads of states level under the Portuguese presidency of the Council of the European Union. And with that, the time flies, not only in life, but also in Bridge Forum dialogues. So we are at the end of the time available. Thank you very much, sincerely, dear Commissioner, because it was really very informative, very interesting. Thank you to the participants for asking these questions, which give you opportunity to elaborate and provide additional insights. It was a real pleasure and honor for me to moderate this digital talk, and hope that we will have the opportunity to restore the Bridge Forum dialogues in person. And also we will have you as our guest very soon. Thank you very much to everybody. Have a nice Easter break. And with that, I would like to close the conference. Merci. Thank you very much.